Je pense que ça nous permettra de garder un peu de fraîcheur, c'est pas le mot qui convient, mais pas trop de chaleur. Donc Olivier Klein présent, Samira Taibi présente. Enfin, je dis présent, mais c'est à vous de le dire. Mehdi Bigaderne, présent. Mariam Cissé, merci. Djumourgu Neslik, Marie-Florence de Prince, Jamila Bekaï, Stéphane Testé, Zaya Ijbouden, Sali Atagan, Maurice Tevamanoaran, présent. Anne Jardin a donné pouvoir à Djumourgu Neslik. Dounia Abdelwabi a donné pouvoir à Maurice Tevamanoaran. Sylvie Charlayan a donné pouvoir à Sali Atagan. Hamdi Moussa a donné pouvoir à Olivier Klein. Mohamed Zagouani a donné pouvoir à Mehdi Bigaderne. Aïssata Sissoko, qui a eu un petit bébé et qu'on embrasse, qu'on félicite, et ça fait un petit moment, mais il n'y a pas eu de conseil municipal depuis. Mais elle est restée longtemps, la petite était en avance, elle est restée longtemps en néonate. Elle s'appelle Anna, c'est ça? Wassim Benariz a donné pouvoir à Stéphane Testé. Sana Géroudi absente. Samir Besdour présent. Mamouna Silla a dit qu'elle arriverait en retard. Elle a donné pouvoir à Cyril D'Angelo, mais il n'est toujours pas là. Naoufal Megni a donné pouvoir à Sacha Okotnikov. Christine Delormeau a donné pouvoir à Marie-Florence de Prince. Sacha Okotnikov, je l'ai vu, présent. Mérine Akhtar a donné pouvoir à Samira Taibi. Fessal Bouricha, présent. Cyril, on l'attend. Céline Christini est présente. Roger Kessever, présent. Alain Aslan, présent. Abdelali Méziane, présent. Linda Kerdouche, présente. Le quorum étant atteint, nous pouvons valablement délibérer. Je dois vous rappeler que ce conseil est enregistré, qu'il sera diffusé. Y a-t-il des remarques sur le procès-verbal du conseil municipal du 22 mai? Ça clignote pas pour l'instant. Vous pouvez regarder pourquoi le micro ne marche pas? Les vôtres, ils marchent si on appuie dessus? On va prendre celui-là en attendant. Bonsoir. Super. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je voudrais revenir sur la délibération numéro 11 du précédent conseil municipal, celle qui annonce votre démission de votre poste de conseiller métropolitaine. D'abord, je tiens à m'excuser pour mon absence à ce dernier conseil. J'avais un rendez-vous médical qui a duré plus. Bah oui, bien sûr. Sinon, c'est pas le principe de rappuyer sur le bouton, s'il vous plaît. Il n'y a pas de remarque, hein, c'est juste, je voulais en arriver à la question, mais la question est toute simple. Je vous ai posé plusieurs fois, mais... non, ça, c'est pas une question sur le compte-rendu du conseil municipal. Est-ce qu'il y a eu, dans le compte-rendu du conseil municipal, une erreur sur les votes
et sur les délibérations. On ne peut pas revenir sur la chose votée, Monsieur Aslan. On ne peut pas poser la question concernant... Non, bien sûr. Bon, c'est pas grave. Mais le principe répondre à une délibération ne devrait pas poser autant de problèmes. Mais il n'y a pas grave. de problème. Il y a un ordre du jour du conseil municipal. On ne revient pas sur la chose votée. Donc si quelque chose dans le compte-rendu ne correspond pas à la réalité d'un conseil municipal, si on a oublié, si on s'est trompé sur le vote de tel ou tel, c'est ça le sens de « y a-t-il des questions sur le procès-verbal du conseil municipal précédent ?» Si ce que vous avez dit à cette occasion a été mal reporté, oui, vous avez le droit de poser une question. Mais est-ce qu'il y a une faute sur le nombre de votes, etc. Voilà à quoi sert cette première délibération qui est le retour sur le compte-rendu. Mais on pourrait reposer des questions sur toutes les délibérations, mais ça ne sert pas à ça. Bon, nos agents sont tellement compétents que c'est rare qu'il y ait des erreurs et des fautes. Donc il n'y a pas de remarques sur le compte-rendu? Pas de souci, non. Merci. Donc je mets aux voix le compte-rendu du conseil municipal en remarquant l'arrivée de Cyril D'Angelo. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. On va attendre que récupérer Mariam. Sinon, on va fermer la porte si vraiment il y a trop de bruit. Il fait chaud, oui. De fermer la porte? Alors, un petit mot sur, avant de lancer ce conseil municipal, sur le calendrier. Pour ceux qui étaient présents à la cérémonie d'hier soir, j'ai eu l'occasion de le dire. Le 18 juin 1995, Claude Dillin a été élu pour la première fois conseiller municipal, parce que l'élection du maire a eu lieu une semaine après, mais je ne me voyais pas démarrer ce conseil municipal sans lui rendre évidemment hommage. 30 ans s'étaient écoulés depuis. Beaucoup de ceux qui étaient présents à cette soirée-là ne sont plus là pour célébrer ce moment, malheureusement, mais pour lui et pour tous les autres, je vous propose de lui rendre hommage par une petite salve d'applaudissements. Merci. Et je vais donner la parole pour la première délibération à Samira Taibi sur l'octroi d'une garantie aux créanciers de l'agence France Locale qui fait partie de nos banques. Ah, j'ai oublié le secrétaire de séance, pardon. Marie-Florence de Prince la dernière fois. Et donc, Jamila Bekaï. Ah oui, je vais te prêter mon micro. Merci. Il remarque le micro? Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Donc cette délibération concerne l'octroi de la garantie à certains créanciers de l'agence France Locale. Donc la ville est adhérente à l'agence France Locale, qui est la banque des collectivités, et ce depuis 2016. Donc l'AFL est aujourd'hui un partenaire financier essentiel pour notre commune, puisqu'elle représente environ 35% de notre encours de dette. Donc, en tant que membre, la ville apporte sa garantie solidaire aux engagements de l'AFL. Et concrètement, ça veut dire que nous nous engageons à soutenir l'agence en cas de défaillance d'une collectivité membre. Mais ce risque est extrêmement limité puisqu'en effet, l'AFL dispose de réserves financières importantes pour faire face à d'éventuels défauts et les collectivités locales sont elles-mêmes soumises à des règles budgétaires qui sont strictes et qui assurent leur équilibre financier. Il s'agit donc aujourd'hui de renouveler l'octroi de cette garantie à certains créanciers de l'agence France Locale pour l'année 2025. Et donc cette démarche s'inscrit dans la continuité de notre engagement en tant que membre de l'AFL et ne présente pas de risque significatif pour la ville. Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération technique? Non. Je mets aux voix. Qui est contre?
Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. La deuxième délibération est l'approbation de la convention entre nous et l'État sur l'attribution des subventions dans le cadre de la dotation politique de la ville, la DPV 2025. Nous avons obtenu 1,7 million d'euros pour cette DPV 2025. Nous avions obtenu un peu plus, 1,9 million en 2023, mais l'ensemble des projets que nous avons soumis ont été subventionnés. Nous touchons, comme tous les ans, 80% de la subvention du montant subventionnable pour Clichy-Plage, soit 500 000 euros. Nous touchons 80% de subventions sur la création d'un parking à côté de la Maison des Solidarités en remplacement du vieux café dit des Marronniers, qui s'appelait Eurocafé, enfin qui a eu plein de noms. Mais nous allons y créer un petit espace de stationnement pour le personnel et les usagers de la Maison des Solidarités. Nous touchons 113 000 euros. Nous avons 462 000 euros de subventions pour la création des 2 cours de tennis paddle au stade Henri Barbus et la rénovation du terrain d'entraînement en synthétique. Nous touchons aussi pour la rénovation de l'escalier de l'école Maxime Aurier, le grand escalier qui descend en béton, qui est dangereux, 270 000 euros. La réhabilitation partielle de la galerie de l'Espace 93, 155 000 euros. La création d'une aire de jeu à côté du conservatoire sur la pelouse de la mairie, 95 000 euros dans le cadre des aménagements cœur de ville. Ça sera un très bel aménagement. Et une étude de circulation sur les enjeux d'accessibilité, de mobilité des personnes à mobilité réduite, 70 000 euros. Voilà les subventions que nous allons toucher au titre de la dotation de politique de la ville, et je le répète, pour un montant total d'1,7 million d'euros. Tous les projets que nous avons déposés à l'État ont reçu une subvention à hauteur de nos attentes. Y a-t-il des questions? Non, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Mariam Cissé, une garantie d'emprunt, cette fois-ci pour du logement social. Ça remarche ou pas? C'est pas grave, allez, faites tourner. Après, il faut que je te donne le parole. Là, t'en as 2. Stéréo. Très bien, bonsoir à toutes et à tous. La prochaine délibération est une délibération très importante qui concerne une garantie d'emprunt à un établissement, à une personne de droit privé. Il s'agit ici d'un bailleur social pour la réalisation d'une opération de logement. Le fait de bénéficier d'une garantie d'emprunt facilite l'accès au crédit des bénéficiaires de la garantie d'emprunt et leur permet de bénéficier d'un taux moindre. Et donc, c'est intéressant pour nos bailleurs de solliciter la ville pour ce faire. Du coup, lorsque la ville octroie sa garantie d'emprunt, ça nous permet une réservation de logement sur l'immeuble qui va sortir de terre. En l'occurrence, ici, il s'agit du premier bâtiment qui sera construit sur la pelouse sud et qui va donner le ton du cœur de ville et d'une centralité urbaine assez forte, avec de nombreux logements qui vont servir au relogement, mais aussi des patrimoines de diversification avec des programmes en accession et autres. Et donc, grâce à cette garantie d'emprunt, la ville va pouvoir réserver 14 logements, à la fois du PLAI, donc c'est les loyers les moins chers, et du plus, qui serviront à moitié pour le relogement. Donc parmi les 14 logements, nous allons redonner 7 logements à l'EPF Île-de-France et son opérateur qui s'occupe du relogement, donc le GIP, pour procéder au relogement des familles en attente sur les bâtiments voués à démolition. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, s'il y a des questions, je peux tenter d'y répondre. Marche plus. Si, mais... Merci, c'est une délibération importante. Vous savez, il suffit de tourner la tête pour voir cet immeuble sortir de terre. C'est un très beau projet architectural en plus.
sur lequel on continue à être très attentif avec Mariam sur le choix des matériaux et qui donnera le ton de l'allée de l'avenir avec ce premier immeuble, avec un tout petit morceau en accession et une grosse partie en logement social, avec le nom pas très joli de PS1 qu'on oubliera très vite, et avec en rez-de-chaussée un commerce qui sera une tête de gondole Aldi. Pardon ? Non, les autres, ils ont des noms moins techniques. Si, il y a PS2 aussi, mais il y a Balzac de l'autre côté, Balzac 1, Balzac 2. Monsieur Aslan. Merci, monsieur le maire. Personnellement, je pense sincèrement qu'on aurait pu imaginer quelque chose de plus beau, de plus harmonieux. Quand on va au Blanc-Ménil, Chelles, Livry ou même le Raincy, on voit tout de suite la différence. Les nouveaux immeubles sont élégants, inspirés du style haussmannien et ça change tout. Ça donne de la fierté, ça crée une vraie ambiance de centre-ville. Chez nous, on continue malheureusement à construire des blocs en béton, souvent de qualité inférieure. Donc je voulais savoir qui choisit l'apparence extérieure de ces bâtiments et pourquoi ne pas viser plus haut en termes d'esthétique et de qualité, s'il vous plaît. Merci. Je vais laisser la parole à Mariam, mais je suis très étonné de vos remarques. C'est pas parce qu'un immeuble ressemble à du Kaufmann et Broad ou à quelques promoteurs de mauvaise qualité que le choix des matériaux... vous savez, un enduit aujourd'hui, d'abord, est souvent refusé pour des raisons environnementales. Parce que les enduits utilisent des produits chimiques de très mauvaise qualité et très nuisibles à l'environnement. Donc nous sommes dans une zone... voilà, nous sommes dans les périmètres des bâtiments de France, donc nous sommes extrêmement surveillés. Et compte tenu du périmètre des bâtiments de France, comme on est à moins de 500 mètres de la mairie, chaque immeuble est validé par l'architecte des bâtiments de France. Donc elle valide la couleur, elle a validé le choix des matériaux, et c'est pas de la briquette collée, c'est de la vraie brique, en plus des briques qui sont écologiquement extrêmement responsables. Donc moi, mon modèle architectural, c'est tout sauf Disney. Alors on peut dire que c'est une architecture rassurante avec des toits en pente, etc. Mais c'est une architecture qui n'a aucun intérêt. Moi, mon modèle, c'est pas le Plessis-Robinson, le Raincy ou ailleurs. Mon modèle, c'est une architecture moderne, écologique, avec un choix des matériaux respectueux de l'environnement. Et ça, avec Grand Paris Aménagement, qui a signé une charte qui l'oblige. Grand Paris Aménagement est le premier aménageur de France. Et donc, il n'y a pas de PVC. Allez regarder les immeubles dont vous parlez, en quoi sont faites les fenêtres. Le PVC est proscrit, c'est ou du bois ou du métal. C'est pas de la briquette collée, c'est de la vraie brique. C'est pas du béton. Enfin, je ne sais pas où vous avez vu que ce bâtiment est en béton, mais il est en brique. Et d'une brique de qualité. Le bâtiment qui sera construit en face utilisera uniquement des briques de récupération d'anciens chantiers. Parce que le monde a changé. Heureusement, moi je ne choisis pas entre la fin du monde et la fin du mois. Et donc utiliser, et vous étiez je crois à un moment écologiste, en tout cas dans un parti proche des Verts, vraiment nos choix architecturaux sont d'abord des choix pour le développement durable, l'avenir de la planète, et oui je crois qu'ils sont beaux. Moi, je suis un fan de l'haussmannien, et ce que nous faisons est exactement de l'haussmannien, c'est-à-dire Haussmann, il a tout fait, et beaucoup de briques. Allez regarder, après, les héritiers d'Haussmann. Haussmann n'a pas fait de briques, mais il a fait des bâtiments qui aujourd'hui posent de vrais problèmes environnementaux, parce qu'on ne sait pas les isoler. Aujourd'hui, il faudrait faire des ITE, des isolations par l'extérieur des bâtiments haussmanniens dans tout Paris, mais on ne peut pas le faire, puisque c'est du haussmannien, et soit de la pierre de taille, soit de la pierre collée. Donc on ne va pas faire une isolation par extérieur, c'est-à-dire qu'on est obligé, pour entrer dans les DPE de la loi, faire des isolations par l'intérieur pour des immeubles, des appartements qui sont déjà tout petits. Donc l'haussmannien, c'est quoi? C'est une rue avec un espace public, un espace privé. C'est exactement ce que l'on fait, et du commerce en rez-de-chaussée. L'haussmannien, c'est pas du tout ce qui existe aujourd'hui dans un certain nombre de promoteurs ici ou ailleurs. L'haussmannien, c'est pas la question de l'architecture, c'est la question de l'urbanisme. Et notre urbanisme est parfaitement haussmannien. Quand on sort, on est dans l'espace public, contrairement aux résidences qui ont été construites avant à Clichy-sous-Bois ou ailleurs, où quand on sortait, on était encore dans le domaine privé
et donc on ne savait pas qui devait nettoyer. L'Haussmannien, c'est une rue, et Claude Gillin m'a beaucoup appris là-dessus, et il en était le garant dans la ville de Clichy. L'Haussmannien, et regardez ce que l'on a fait avec lui sur le premier programme en rue. Et moi, la fierté du logement social aujourd'hui, c'est de choisir de bons architectes et de choisir de bons matériaux. Et notre combat, c'est que les promoteurs, qui souvent prennent des matériaux de moindre qualité que le logement social, sont malheureusement pris à défaut. Il suffit de le regarder. Et ce qu'on a vu fait et raté, mais je laisserai Marianne dire comment on choisit, ce qu'on a fait et raté en haut, c'est un certain nombre d'immeubles justement en crépi ou en enduit, où on voit des coulures, où on ne voit pas suffisamment que les casquettes évitent les coulées d'eau, etc. Et ça, on est très très exigeant sur la nouvelle construction. Mais oui, si vous attendez de nous de voir des immeubles blancs, beiges, avec un enduit de mauvaise qualité qui n'est pas développement durable, vous ne le verrez pas. Mais c'est un choix qu'on assume, et Mariam, qui participe au jury, vous explique comment on les choisit. Sur le processus de sélection, en fait, c'est une équipe qui est composée de trois collèges, pardon. Et du coup, il y a un collège institutionnel où la ville a 2 voix, Grand Paris Aménagement et le PF Île-de-France, donc l'aménageur et l'opérateur de leur codine partagent une voix à 2. Du coup, ça fait 3 voix. 3 voix qui se répartissent aussi parmi les voix du bailleur, parce que c'est lui, c'est son bâtiment, c'est lui qui va l'entretenir. Du coup, il a une capacité en fait à décider qui est supérieure à la nôtre. Et il y a un autre collège qui est hyper précieux, c'est celui des experts, composé d'architectes qui participent avec nous au choix des projets. Du coup, il n'y a pas une semaine, je crois, où on ne participe pas à des réunions pour faire avancer les projets du cœur de ville. Je dis pas, enfin voilà, c'est des choix architecturaux, comme l'a dit Monsieur le maire. Moi, en tout cas, je fais attention aux usages dans le logement, c'est-à-dire comment les gens vont se projeter dans le logement, les cuisines ouvertes ou fermées, ça, ce sont des vrais sujets en fait qu'on défend. Après, il y a, c'est aussi une question de goût, parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, mais en tout cas, les projets que nous portons sont à la hauteur de ce qu'on veut pour les futurs habitants du quartier. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. La délibération suivante est une délibération importante puisque c'est une délibération qui va nous permettre d'accueillir pour la 6e fois à Clichy-sous-Bois des enfants venus de Palestine, d'Hébron et de Rafah. Nous avions il y a quelques années même accueilli des enfants de Gaza et on est beaucoup autour de la table à s'en souvenir. C'est une grande fierté pour nous et je remercie les associations partenaires de ce projet. C'est pour ça qu'on les subventionne aujourd'hui. Ça vient dans la continuité des subventions que nous avons prises au dernier conseil municipal avec une subvention, je le sais, modeste de solidarité aux populations civiles de Gaza. On est tous horrifiés de ce qui se passe à Gaza devant l'horreur de cette guerre, l'horreur des victimes civiles, bien évidemment, et pouvoir accueillir des enfants de Palestine est pour moi une très grande fierté. Mehdi me rappelait que la dernière fois que ça avait eu lieu, c'était l'été 2022, et d'ailleurs comment ça s'appelle, les algorithmes ont fait que j'ai revu ces photos il y a quelques jours sur mon téléphone et sur mon post Facebook de l'époque. C'était quelques jours avant que je rentre au gouvernement. Nous en avions aussi accueilli pendant l'été 2019, je me rappelle, de nombreux enfants et c'était à chaque fois des moments très émouvants où évidemment, beaucoup d'entre nous ont participé et je me réjouis d'avoir encore le plaisir
d'ouvrir les portes de Clichy à ces enfants qui vont se balader un peu partout en France avant et après leur passage à Clichy. C'est un grand honneur, une grande fierté. Je remercie les associations et les Clichois qui vont accueillir ces enfants. Je laisse Mehdi compléter. Oui, bonsoir à tous. Je vais présenter la délibération au-delà de la compléter, mais tu as dit beaucoup de choses. Et puis s'il y a des questions, j'essaierai autant que faire se peut d'y répondre. Donc vous l'avez compris, donc il s'agit là d'allouer une subvention de 4 000 € à l'association Espoir. L'association Espoir, pourquoi? Parce qu'elle est le porteur juridique administratif du collectif associatif et citoyen qui est nommé donc Clichy for Palestine. Cette contribution donc permettra, comme cela a déjà été le cas par le passé, de participer aux frais liés à l'accueil donc du 20 au 30 août prochain d'un groupe de jeunes Palestiniens. Ils sont au nombre de 15 et ils seront accompagnés de 2 encadrants. Et donc ils seront en immersion au sein des familles clichoises et passeront donc tout le long de leur séjour à Clichy-sous-Bois avec un groupe de jeunes de la maison de la jeunesse qui est donc partenaire dans le projet pour un programme donc riche en découvertes et en découvertes humaines et culturelles. Et je veux aussi remercier donc la maison de la jeunesse on n'avait pas encore tous les informations, parce que le contexte est particulier, vous le savez, et donc il n'y avait pas de certitude encore. On a eu les garanties que j'espère qu'ils continueront de leur arriver. Il n'y a pas si longtemps que ça, et donc les services de la DPE ont accepté de jouer le jeu au dernier moment, et ils vont travailler tout le long du mois de juillet pour se mobiliser et faire en sorte que cette collaboration se mène du mieux possible et qu'un groupe de jeunes puisse se mettre en contact en amont déjà par voie de visio. Et je remercie aussi Zayej Bouden pour avoir accepté de nous aider dans ce projet. Ils seront avant, tu le disais, donc ils seront avant dans d'autres villes, donc ils vont être accueillis en début août par la ville de Martigues, donc près de Marseille. Ils passeront par Perpignan et par Tours et Saint-Pierre-des-Corps, avec laquelle la ville de Hébron est jumelée, et donc viendront à Clichy-sous-Bois et peut-être une étape européenne comme on a l'habitude de le faire sur Bruxelles, mais ça c'est en cours de construction. Donc voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Le conseil municipal, s'il n'y a pas de questions, est donc invité à approuver les termes de la convention et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention. Merci beaucoup, Mehdi. Alan, une question. Excusez-moi, je ne prendrai pas la parole systématiquement, ne vous inquiétez pas, c'est juste que... mais cette délibération est importante. Je voudrais tout d'abord remercier sincèrement les organisateurs de ce projet qui s'engagent depuis des années. Et pour une fois, on peut le dire, cette action en soutien au peuple palestinien n'est pas dans un objectif électoral, et c'est important de le souligner. Le contexte actuel est différent de ce que nous avons connu les années précédentes. Ce n'est pas une simple cause humanitaire, c'est une urgence morale. Une fois arrivés ici, ces enfants vont découvrir autre chose, rencontrer des gens, vivre quelques jours de joie. C'est magnifique, mais ensuite, que va-t-il se passer pour eux? Est-ce qu'on va les renvoyer là-bas, sous les bombes? Après le séjour? Qu'est-ce qu'on fait en fait après ces enfants? On les a accueillis, c'est magnifique, c'est beau, mais après on les renvoie, comment ça se passe? Là, juste pour dire, si on connaît un peu le peuple palestinien, et notamment les jeunes, moi ce qui m'a toujours, en tout cas à titre personnel, touché et puis interpellé, c'est que à chaque fois qu'ils viennent sur le territoire, et on a l'impression qu'on se dit, est-ce qu'on va pouvoir, et notamment les familles, parce qu'ils disaient on ne peut pas les accueillir plus longtemps, voilà. Mais c'est un peuple, et à travers leurs enfants, qui souhaitent, quand on interroge les enfants,
qui souhaitent retourner dans leur pays et se battre avec les situations qu'on connaît. Et ils ont beaucoup d'ambition, quoi. C'est faux, et beaucoup de maturité. Moi, c'est ce qui m'a frappé à travers ces enfants-là qui disent on veut être diplomate pour pouvoir faire avancer nos causes, on veut être plus tard des médecins, on veut travailler à l'UNESCO, on veut, voilà. Et donc, il y a de la part. Après, sur un autre plan, alors, bien évidemment, toutes les réponses ne se trouvent pas à Clichy-sous-Bois, et le but du projet, c'est avant tout un échange, leur permettre d'avoir ce break aussi et de pouvoir découvrir, parce que ce que j'ai pas dit avant, c'est que on s'appuie sur une association qui fait avec laquelle on travaille, et pour beaucoup d'entre vous, quand vous commencez à connaître la personne qui conduit le projet, qui s'appelle Brahim et qui est professeur de français à maître de conférence à l'université d'Hébron, et qui en fait travaille autour de la francophonie pour ses enfants d'Hébron et des villages à côté. Et donc là, le projet porte vraiment sur un échange culturel, de découverte, etc. Mais bien évidemment, on ne peut pas occulter tout le contexte qui vit. C'est aussi important pour nos jeunes clichois de pouvoir passer du temps aussi pour aussi comprendre mieux la situation, et pas que celle qui est véhiculée à travers les médias, par exemple. Du coup, ce qu'on souhaite aussi, et c'est Zaya qui le faisait remarquer à une de nos réunions dernièrement, et ça n'a pas été le cas, tu as raison peut-être, ce qu'on peut faire à notre échelle, c'est de pouvoir continuer, en tout cas, capitaliser ces échanges-là, ce qui n'a pas été forcément le cas, mis à part les familles qui sont restées en contact avec eux, certaines qui nous interpellent et qui sont toujours en contact. Et voilà, ça, c'est pas le quantifier, on le valorise pas au niveau du projet, mais ça on le sait. Il y a des familles qui sont en contact, qui les aident autrement, etc. Il y a une relation qui s'est construite entre les enfants de Clichy. Maintenant, à travers le projet qui est mené avec la Maison de la Jeunesse, notamment, l'idée, c'est de voir comment, sur cette édition-là, on puisse capitaliser et de faire durer peut-être l'échange. Voilà. Après, je crois qu'on n'est pas, malheureusement, ne pas les faire retourner autour des bons de la situation. Là, je pense que c'est un autre combat, et tout ce qu'on mène à notre échelle, bien évidemment, ça y participe, mais voilà, on n'a pas encore les pouvoirs nécessaires de pouvoir arrêter tout ça, et voilà, je regrette. Merci de ton intervention. Évidemment, accueillir ces enfants est toujours un moment très émouvant pour nous tous. Enfin, moi, tout le monde me connaît, je pleure facilement, mais en l'occurrence, je me rappelle toutes les dernières fois, à chaque instant, on a beaucoup d'émotions d'accueillir ces enfants, beaucoup de fierté. Et Brahim, dont tu parlais, moi, il m'arrive assez régulièrement d'échanger avec lui sur les réseaux sociaux et de continuer à partager, à m'inquiéter aussi pour eux, pour ces enfants. C'est difficile de garder le lien avec les enfants. Parfois, on échange des numéros de téléphone, etc. Mais s'il y a un combat qu'on porte tous, c'est la reconnaissance d'un État palestinien. Et donc, pour reconnaître un État palestinien le plus vite possible, c'est bien en les aidant, en les accompagnant et en faisant que ces enfants retournent chez eux dans les meilleures conditions, avec leur famille, etc. On ne va pas participer à un nettoyage, d'une certaine manière, de ce pays. Donc, avoir un pays, avoir un peuple, c'est nécessaire. Et comme l'a dit Mehdi, il y a une très grande résilience, une très grande fierté. Là, il n'y a pas d'enfants de Gaza, mais la fois où on avait accueilli, et c'est vrai qu'on sentait chez ces enfants la différence entre ceux de Gaza et ceux de Cisjordanie, dans leur comportement, dans leurs blessures physiques, enfin pas physiques, mais morales et psychologiques. Et on l'avait vécu tous un peu durement, mais il y a à aucun moment chez ces familles et chez ces enfants et chez les organisateurs une demande d'accueil de ces enfants. Au contraire, ils veulent se dépayser, et notre job, c'est de les accueillir le mieux possible. Personne ne peut leur faire oublier ce qu'ils vivent au quotidien quand ils y sont, mais quand ils seront là, et c'est pour ça, et je remercie Mehdi de l'avoir dit, que la ville, à travers sa direction des politiques éducatives, soutiendra, en plus de ces 4 000 euros, en mettant à disposition les moyens de déplacement et en organisant avec eux et avec des enfants de Clichy des sorties, etc. Il y aura des sorties communes. Ils vont rencontrer les enfants de Clichy. Donc voilà, l'objectif, c'est bien que quand ils repartiront, après ce passage dans différentes villes de France, et qu'ils gardent de toutes ces villes, y compris peut-être encore plus de Clichy, une terre de solidarité. Merci.
Mehdi Ali, pardon, excuse-moi. Oui, chers collègues, bien entendu, on peut que soutenir ce projet, sachant que ça fait pas mal d'années qu'ils viennent. Et effectivement, pour avoir vu les organisateurs et les jeunes, on voit bien que ce sont des gens qui ont un profil plutôt j'allais dire de battant, une personnalité vraiment, ça a été dit, hein, par rapport au projet qu'ils avaient à l'avenir, notamment au niveau professionnel. Là, c'est juste par rapport aux jeunes de Rafah. Sachant que c'est sur le sud de la bande de Gaza, dans la répartition, on a quand même réussi à avoir c'est ça que sur Hébron. Oui, donc sur Hébron, je suppose que ça a été moins difficile, mais concernant les jeunes du sud de la bande de Gaza à Rafah, ça a dû être, je ne sais pas combien et comment ça a pu être rendu possible, quoi. Non, mais je crois que Olivier n'avait pas encore tous les éléments, mais en fait, c'est parce qu'il y a effectivement un double travail comme on l'a fait avec Gaza la dernière fois. Et d'ailleurs, ce qui avait été marquant, c'est aussi que les jeunes d'Hébron nous ont dit que grâce à vous, on a pu rencontrer nos frères et sœurs de Gaza. C'est comme si vous, les Clichéois, vous rencontrez les Marseillais au Canada, par exemple, et ça a été un moment très fort. Et donc, on a voulu réitérer ce travail. Non, malheureusement, à ce stade-là, en tout cas aujourd'hui, on n'a pas les moyens encore. Donc, on travaille avec des acteurs qui sont là-bas de pouvoir venir et faire venir, en tout cas, un groupe de jeunes, parce que l'idée, c'était ça, qui sont réfugiés en Égypte. De pouvoir, et donc il y a encore avec le collectif qui est national, hein, parce que ça se fait pas qu'au niveau de Clichy, un travail qui continue, mais à ce stade-là, il n'y a pas de garantie encore, mais il est possible effectivement que au dernier moment vienne s'ajouter, voilà. On est certain sur ce Rafah. d'Hébron, pardon, excusez-moi. Je mets au vote ou quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Alors, une délibération, on passe vraiment de sujets lourds et sérieux à d'autres sujets qui sont sérieux mais moins lourds. Pour pouvoir avancer sur la ZAC, cette fois-ci de la Duise, donc on remonte sur le Haut-Clichy, nous avons une première phase de rétrocession des équipements publics de GPA à la ville. Vous le savez, le bâtiment en face, le long de l'allée Anatole France, vous le voyez, hein, il sort de terre. Le bâtiment Inventon la métropole du Grand Paris, celui qui a été fait par le promoteur Pichet, est en phase de finalisation. Le chantier d'installation du Lidl, cette fois-ci, et de la halle de marché va commencer. Et donc la ville a besoin de récupérer l'espace public pour créer le parvis et les aménagements liés à l'installation du nouveau marché et notamment la plantation de nombreux arbres et rendre cet espace beaucoup plus beau qu'il ne l'était avant. Et donc cette délibération est une rétrocession entre Grand Paris Aménagement, notre aménageur, et la ville pour que la ville commence ce chantier des espaces publics autour de l'allée Anatole France. Il y aura une deuxième phase de rétrocession à l'achèvement complet des travaux, puisque le principe, hein, c'est que dans une concession d'aménagement, c'est l'aménageur qui procède aux travaux. Et c'est une rétrocession à l'euro symbolique, et que la valeur vénale des parcelles est à 466 000 €. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Mariam, sur l'information aux demandeurs de logement. Oui, du coup, la prochaine délibération concerne l'approbation de 2 conventions d'application du PPGDID. J'ai réussi à le dire. Alors, le PPGDID, c'est le plan partenarial de gestion de la demande et d'information des demandeurs de logement. C'est un document qui est stratégique et qui est élaboré à l'échelle de notre EPT et dans tous les EPT de France d'ailleurs, et qui a pour but d'organiser la gestion partagée des demandes de logement social
Il définit les modalités d'enregistrement, de cotation, d'information et d'orientation des demandeurs. Ce plan est imposé par la loi ALUR, donc ça fait déjà plus de 10 ans que la loi ALUR a été votée, et du coup ce sont les derniers décrets qui en découlent. Et elle a été également renforcée par la loi Elan et la loi Égalité-Citoyenneté. Et ce document engage les partenaires dans la mesure où à la fois les bailleurs, l'État et les collectivités se parlent régulièrement, et là sur une durée de 6 ans. La convention du SIAD, donc le SIAD, c'est le service d'information et d'accueil du demandeur de logement, vise principalement à établir l'organisation et les modalités de fonctionnement du service, d'identification des différents niveaux de guichet, d'enregistrement, et les types d'informations délivrées aux demandeurs. Clichy-sous-Bois dispose de 2 lieux identifiés par les demandeurs de logement. D'abord la mairie, parce que naturellement, quand une personne souhaite faire une demande de logement, quand elle ne connaît pas les process, elle va en mairie. Donc en mairie, on fait d'abord un travail de réorientation vers le service compétent, à savoir le service logement, qui fait partie de la direction de l'habitat durable. Et à ce niveau, il y a plusieurs niveaux en fait d'accueil. Et au service logement, c'est un accueil de niveau 2. Donc on accueille, on informe, on assiste les demandeurs dans le dépôt, et on propose également d'autres formalités comme l'accompagnement à la création d'un compte Aline. On sait que de nombreux salariés sont éligibles. Du coup, il y a aussi le frein et la précarité numérique qui ne leur permettent pas d'être autonomes dans cette création. Du coup, on propose une permanence pour cela. On propose également une permanence pour la constitution du dossier DALO, parce que c'est une démarche qui tend à simplifier, mais qui est aussi un document assez lourd administrativement, avec un CERFA qui est assez long. Et depuis peu, on peut faire cette démarche sur Internet directement. Donc, ces 2 documents harmonisent déjà les process au niveau de l'EPT, parce qu'on n'avait pas la même cotation de la demande sur toutes les villes. On n'avait pas le même niveau d'identification. Aujourd'hui, un demandeur de logement peut regarder en fonction de la typologie de logement qu'il demande, à quel rang il se trouve sur la ville qu'il demande. Et tout ça sur leur espace personnel sur le site de demande de logement social.gouv.fr. Voilà, je pense que c'est assez clair. Mais s'il y a des questions, je veux bien y répondre. Oui. J'ai du mal. Ce projet a été approuvé en, je crois que décembre 2023. Donc nous, on en parle en juin 2025. Concrètement, la mise en place est prévue pour quand ? Qui sont déjà mis en place. La nouvelle cotation de la demande, elle est effective depuis le 1er janvier 2024. Du coup, notre logiciel métier aujourd'hui ne nous permet pas, mais sur le serveur national, le SNE, du coup, on voit le nombre de points répartis. Et aujourd'hui, un demandeur de logement social à Clichy-sous-Bois a autant de points. Par exemple, un DALO, c'est 50 points, et ces 50 points sont valables aussi bien à Clichy-sous-Bois qu'à Noisy-le-Grand, qu'à Gagny, et ce qui est bien pour des demandeurs dans un parcours à la fois de mutation chez un bailleur, mais aussi de recherche assez active quand ils essayent d'élargir en fait leur demande. Et nous, on les encourage évidemment à mettre 17 villes, à créer la demande la plus complète pour faciliter le processus. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Je mets aux voix donc. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Mariam, toujours sur la charte du relogement. Oui, du coup, c'est le premier avenant à la charte territoriale de relogement de GPGE pour les opérations de renouvellement urbain, mais aussi de leur code IN. Et vous le savez, ces opérations nécessitent une solidarité partenariale avec l'ensemble des bailleurs, parce qu'on les pousse à faire de l'interbailleur, c'est-à-dire proposer des logements, même si derrière, on sait que tous les bailleurs ne vont pas reconstruire des logements
sur les nouvelles parcelles. Néanmoins, elles ont des obligations et de manière assez régulière, en fait, on les pousse à proposer plus de logements pour, notamment sur la fin de la libération d'un bâtiment. On a un pic, par exemple, là aujourd'hui, il nous manque 20 logements pour libérer le bâtiment Ladrette, et donc on pousse les bailleurs à le faire. Depuis juin 2021, vous le savez, le relogement des ménages issus des NPNRU de tout le PT Grand Paris Grand Est est régi par cette charte territoriale de relogement qui complète et élargit la charte de relogement spécifique aux opérations d'NPNRU de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, parce qu'évidemment, nos projets avaient déjà commencé, notamment le relogement, avant même que le PT prenne cette disposition. Le passage à la gestion en flux depuis janvier 2024 impose la mise à jour de cette charte intercommunale de relogement, notamment car les réservataires, en dehors des bailleurs sociaux, donc l'État, la préfecture, les villes et Action Logement Service, qui sont les principaux réservataires. Il y en a d'autres, comme le département, la région, qui parfois et ponctuellement ont des logements dans certains projets, ne participent plus en dehors des livraisons d'opérations neuves de manière directe au relogement. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on a un logement qui se libère, le bailleur flèche le réservataire qui va désigner le candidat, alors que précédemment, on nous remettait le logement parce qu'il faisait partie, on était dans du stock, donc il faisait partie de notre contingent. Et nous, on le proposait systématiquement au GIP pour le relogement. Là, ce n'est plus le cas, donc il n'y a que les bailleurs qui le font, en dehors des relogements neufs, je viens d'en parler tout à l'heure, dans le cadre de la garantie d'emprunt pour PS1. Donc, on a des logements, on en redonne la moitié. Et là, pour Clichy, la Convention rappelle que les opérations de relogement sur l'opération du Bois du Temple était prévu en finalisation en 2020 et qu'il restait à date 23 ménages en attente de relogement encore aujourd'hui. S'agissant de leur code, c'est un peu différent parce que c'est plus massif. La Convention prévoit un rythme de relogement pour les années à venir, en tout cas entre 2024 et 2027, de 140 par an, 110 par an l'année suivante et 130 l'année d'après. Et donc, là, on est sur un pic, comme vous le voyez, et donc on a besoin actuellement de plus de logements que dans les années qui vont venir ensuite. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup. Merci pour cette présentation très claire d'un sujet extrêmement complexe et urgent si on veut que notre programme tienne dans les délais. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, merci. En l'absence de Mohamed qui a été hospitalisé pour un problème de main, Mariam, tu présentes la délibération sur la taxe locale de publicité? Oui, alors c'est une délibération traditionnelle qui concerne la taxe locale sur la publicité extérieure. C'est une taxe instaurée par les communes ou les EPT parfois, qui s'applique aux dispositions publicitaires, enseignes et préenseignes visibles depuis une voie ouverte à la circulation publique. Enfin, vous devez vous demander pourquoi c'est Mariam Cissé qui présente cette délibération. C'est simplement parce ce sujet est administrativement suivi par le pôle hygiène de la ville. Elle concerne les supports fixes, lumineux ou non, qui soient apposés sur un bâtiment ou indépendant. Son assiette est calculée en fonction de la superficie du dispositif et le tarif varie selon la taille de la commune et le type de support. Elle vise à réguler la pollution visuelle, à générer des recettes pour les collectivités. Chaque collectivité fixe ses tarifs dans la limite prévue par la loi, évidemment, avec une déclaration obligatoire annuelle sur des supports par les redevables. La délibération permet d'acter l'évolution des tarifs appliqués sur la ville de Clichy-sous-Bois avec une augmentation de 1,8 basé sur l'évolution de l'indice des prix de la consommation hors tabac de la pénultième année, à compter du 1er janvier 2026, et de maintenir l'exonération déjà existante pour les enseignes dont la superficie totale et cumulée est inférieure ou égale à 7 mètres carrés. Voilà, je ne sais pas si... Y a-t-il des questions sur cette délibération technique? Non, je la mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci Mariam.
La délibération suivante sur le fonds d'investissement régional de l'ARS. Jamila? C'est bon. Non, ça marche. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, cette délibération concerne l'approbation de la convention ARS, l'Agence régionale santé, au titre du FIR, le Fonds d'intervention régional, pour le projet prévention et promotion de la santé 2025. L'ARS subventionne les actions de santé qui s'inscrivent dans les axes prioritaires du programme régional de santé publique 2023-2028 et plus spécialement selon les orientations du schéma régional de santé. À cet effet, l'agence propose une convention relative à la participation financière de l'ARS Île-de-France au financement des actions et des expérimentations de santé en faveur de la performance, de la qualité, de la coordination, de la permanence, de la prévention, de la promotion ainsi que de la sécurité sanitaire. L'ARS propose de soutenir la ville en attribuant une subvention de 25 000 € au titre de l'exercice 2025 pour la mise en place des actions de santé suivantes: favoriser des comportements préventifs du cancer auprès des personnes vulnérables, prévention des conduites à risque et promotion de la santé particulièrement auprès des jeunes. Le conseil municipal est donc invité à approuver la convention et à autoriser monsieur le maire à la signer. Merci. Merci. Y a-t-il des questions sur le fonds d'intervention régional? Non, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Le trail des Trois Forêts et les prix. Oui, cette délibération concerne les bons d'achat pour les 3 courses du trail pour un montant de 2 660 € auprès d'une grande enseigne de sport, Decathlon pour ne pas la citer. Pour rappel, ce trail regroupe un peu plus de 500 coureurs répartis en 3 courses. La prochaine édition aura lieu à la jonction de l'été et l'automne, le 21 septembre, donc à la sortie de l'été. Et il y aura un parcours un petit peu différent cette année, puisqu'avec les travaux de la géothermie, sujet qu'on a déjà évoqué ici en conseil, le chemin de la vieille montagne ne sera pas accessible. Tu veux pas rentrer dans le détail des lots? Non, non, allez. Y a-t-il des questions? Je me réjouis que notre trail se passe en même temps que les 10 km du Trocadéro. Ça nous évitera de remettre, de voir encore une fois notre ami et collègue Pierre-Yves Martin a gagné le trail, parce qu'il m'a dit qu'il était inscrit aux 10 km du Trocadéro. Dimanche dernier, mon seul objectif, c'est qu'il ne me mette pas un tour à Coubron, et j'ai réussi cet objectif. Mais il a fait 13 km quand j'en faisais 7. Quoi. Mais c'est pas grave, c'est l'âge. Y a-t-il des questions? C'est l'entraînement. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci beaucoup. Stéphane, toujours sur les VVV, si tant est qu'on les appelle encore comme ça? La convention tripartite Bel Été Solidaire, qu'on connaît davantage sous l'appellation VVV, Ville Vie Vacances, convention tripartite entre les 3 communes de Clichy-sous-Bois, Livry-Gargan et Montfermeil. Cette année, vu la coordination revient à la ville de Montfermeil, compte tenu de la rotation qui s'est instaurée entre nos 3 communes. Le dispositif aura lieu donc en forêt de Bondy du 7 au 23 juillet, donc dès le premier jour des vacances scolaires. Il y aura une inauguration officielle le 10 juillet. Et pour rappel, c'est un dispositif national qui permet aux jeunes de 5 à 17 ans de bénéficier d'activités sportives gratuites et encadrées. On peut citer pêle-mêle acrobranche, escalade, vélo tout chemin, danse hip-hop, archery tag, réalité virtuelle, balade numérique, pilotage de drone, art du cirque, trottinette, etc., etc. Badminton et équitation. Entre autres réjouissances, et tous les ans, c'est un beau programme riche et bien encadré. Merci. Je me réjouis aussi que, puisque nous avons décidé de reculer un peu le démarrage de Clichy-Plage au 19 juillet, cette année, il y aura moins de chevauchement entre les VV Forêt de Bondy et Clichy-Plage, puisqu'il n'y aura que quelques jours entre le 19 et le 23 juillet. Et les Clichychois pourront profiter des VVV et de notre belle Forêt de Bondy avant l'ouverture de Clichy-Plage. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Stéphane, toujours, pour une subvention? Oui, c'est un contrat
de partenariat avec l'association JJB Bushido et donc notre ville, qui concerne l'animation et l'encadrement d'activités physiques dans le cadre du club municipal des sports, donc par des éducateurs diplômés, tous en possession du DGEPS, et donc spécialisés dans les jeux d'opposition, ce qui permettra d'offrir de nouvelles activités à nos jeunes le mercredi dans le cadre du club municipal des sports. Des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Une délibération importante pour l'accueil des enfants porteurs de handicap dans nos clubs sportifs et dans nos activités. Oui, effectivement, une délibération importante qui traduit la volonté municipale d'un sport inclusif auquel nous sommes tous ici très attachés. Il s'agit là donc d'un contrat de partenariat avec l'association Capacité. Et donc, il s'agit d'animation en encadrement d'ateliers d'activités physiques adaptées, donc ce qu'on appelle les APA, pour les 4-15 ans qui sont donc en situation de handicap, avec donc des animateurs, des éducateurs, tous diplômés en APA. Merci. Y a-t-il des questions? Non, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Donc en l'absence d'Aïssata pour raison de naissance, rapidement la délibération suivante. Vous savez qu'on soutient l'amicale des policiers du commissariat de Clichy-Montfermeil pour leur salle de sport, salle de cross-training, musculation et salle de boxe. Les policiers nous l'ont fait visiter il y a pas très longtemps et effectivement c'est une salle avec du matériel de bonne qualité. Ils l'ouvrent aussi parfois à leurs camarades d'autres commissariats et donc nous vous proposons de continuer à leur verser une subvention de 2 000 €. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Samira, pour une série de délibérations sur les personnels. Tiens, je te prête. Merci. Alors, 15. Non, alors, cette délibération, c'est une délibération que nous avons l'habitude de passer. C'est la mise à jour du tableau des postes et des effectifs et création de postes. Donc, cette délibération vise à actualiser le tableau des emplois de la collectivité afin de répondre à ses besoins en matière de ressources humaines. Donc, cette année, il est proposé la création de 4 nouveaux postes. Donc, premièrement, 2 postes qui seront créés pour remplacer des agents en congé longue maladie. Il s'agit de la création d'une direction déléguée à la bibliothèque de catégorie A et d'un poste de coordinateur délégué pour la régie bâtiment en catégorie C. Deuxièmement, un poste de préfigurateur pour l'espace de vie sociale du Haut-Clichy, catégorie A, qui sera créé. Et enfin, un poste de chargé de mission jeunesse et dispositifs transversaux à la direction des politiques éducatives, également de catégorie A, sera également mis en place. Et par ailleurs, il est prévu de procéder à la transformation de 3 postes afin de tenir compte de l'évolution du grade de leurs titulaires. Je vous invite donc à voter cette délibération. Merci. Y a-t-il des questions? Non, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Toujours Samira. Merci. Donc cette délibération concerne l'augmentation de la participation employeur à la protection sociale complémentaire santé. Donc depuis 2021, la collectivité participe à la protection sociale complémentaire santé des agents pour l'ensemble des contrats labellisés avec un taux de participation initiale de 25%. Et donc, dans le cadre de l'agenda social signé avec les organisations syndicales, il a été convenu d'augmenter progressivement ce taux pour atteindre 50% en fin de mandat. Donc, après une première augmentation de 30% en juillet 2024, il est proposé d'adopter un taux de 40% à compter du 1er juillet 2025. Donc, cette mesure s'inscrit dans notre engagement à améliorer la qualité de vie au travail et à accompagner nos agents dans la protection de leur santé. Merci beaucoup. Appuie sur... Pardon, une petite question s'il vous plaît. Quel est le coût global de cette opération? Alors, je ne l'ai pas en tête. Je vais me retourner vers l'administration qui va me le dire. Combien ça coûte, Olivier, la complémentaire santé? La complémentaire santé, ça commence sur les plus 25 000 €. 25 000 € à l'année. C'est une bonne dépense, hein, notamment pour les employés de catégorie C.
C'est vraiment une mesure sociale dont on doit évidemment tous se réjouir et elle vient accompagner d'autres mesures que nous avions déjà prises pour accompagner notre personnel, comme l'a dit Samira, et le bien-être au travail. J'ai juste, et je vous prie de m'en excuser, oublié une petite remarque sur le tableau des effectifs, puisqu'on nous interroge souvent sur le retour d'un centre social sur le Haut-Clichy. Dans le tableau des effectifs, Samira l'a bien dit, mais il y a la création d'un poste de préfigurateur d'un espace de vie sociale. Un espace de vie sociale, c'est l'acte 1 de la recréation d'un centre social sur l'ancien centre social intercommunal de la Duise. Et donc, c'est ce poste que nous créons au tableau des effectifs. Et même si Samira l'a dit, je pense qu'il est important de redire qu'on a la volonté d'avoir à nouveau un centre social sur le plateau. Et Mehdi fait les entretiens demain matin. Merci Mehdi. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Alors, sur un volet SIG, je passe la parole à Maurice. Ça n'a pas l'air de vouloir marcher. Qui a un micro qui clignote? Il n'y a que Mariam, en fait. Bonsoir. Il s'agit donc en fait d'une délibération d'une modification de délibération, puisque celle qu'on avait prise en date du 6 mars comportait des erreurs, et donc on a décidé de vous soumettre une nouvelle délibération pour corriger et prendre en compte des modifications qui sont nécessaires. La délibération en question proposait, et donc la nouvelle propose toujours en fait d'adhérer à un service que va mettre en place l'EPT, un service commun pour la gestion et la mise en place du RGPD, donc le Règlement général de la protection des données, qui est une fonction obligatoire. Et donc l'idée, c'est de mutualiser l'expertise en matière de conformité des pratiques avec le Règlement général de protection des données, en créant un service commun regroupant les propres services du territoire, donc Grand Paris Grand Est, et les équipements et ceux des communes qui souhaitent y faire part. Il s'agit d'accompagner les services volontaires dans les différentes phases d'audit, d'analyse d'impact, de sensibilisation ou de formation des différents acteurs et intervenants. La mutualisation prendra désormais la forme d'une mise à disposition d'un pourcentage en équivalent temps plein d'un chef de projet à 90% intervenant pour les audits, les analyses d'impact, les sensibilisations ou formations aux différents acteurs. Le remboursement des frais de fonctionnement du service commun par la ville à l'établissement public s'effectue sur la base d'un pourcentage d'un coût forfaitaire annuel qui comprend les frais de fonctionnement du service, à savoir les charges de personnel et les dépenses informatiques. Pour 2025, le coût forfaitaire annuel est estimé à 52 000 € pour un équivalent de temps plein, soit 46 836 € pour 90% d'un emploi temps plein. Donc la prise en charge pour la commune, si on décide d'y adhérer, sera de 4 000 € sur une base forfaitaire et d'une répartition du coût forfaitaire restant en fonction du nombre d'habitants de notre ville à hauteur de 8 022 € et 23 centimes. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les termes pour mettre en place ce service qui nous permettra de répondre à nos obligations légales. Merci. Y a-t-il des questions? Non. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité. Merci. La deuxième délibération. Oui, la deuxième toujours, donc, est toujours une modification suite aux erreurs de celle du 6 mars 2025. Cette fois-ci, il s'agit d'adhérer à un service que va mettre en place Grand Paris Grand Est pour un service commun pour le système d'information géographique que vous connaissez sous le nom de SIG. Concrètement, il s'agit, dans une logique de mutualisation des moyens pour le territoire, de créer un service commun pour partager son expertise en matière de système d'information géographique avec les communes qui souhaitent y participer. La mutualisation reposera sur la mise à disposition d'un emploi temps plein à 87,5%,
d'un géomaticien qui sera amené à répondre aux demandes des villes et en matière d'information géographique. Le remboursement des frais de fonctionnement du service par la ville à l'établissement public se fera sur la base d'un pourcentage du coût forfaitaire annuel qui comprendra les frais de fonctionnement du service, à savoir les charges de personnel et les dépenses informatiques. Pour 2025, le coût forfaitaire est estimé à 59 000 euros. Et donc, si on raisonne à 87,7% d'un équivalent temps plein, on est à 52 000 euros de dépenses annuelles. Concrètement, la prise en charge pour la ville, si elle décide d'y participer, sera un montant forfaitaire de 4 000 euros et une répartition du coût forfaitaire en fonction du nombre d'habitants de 7 400 euros. Et donc, je vous propose aussi d'adhérer à ce service qui nous permettra de seconder nos services et d'être encore plus efficace sur ce domaine. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur ces délibérations extrêmement techniques mais intéressantes, et puis tout ce qui nous permet d'avancer en termes d'intercommunalité et de mutualisation des moyens me paraît de bonne loi. Pas de questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. La délibération suivante est une délibération d'actualisation de la liste des personnels municipaux qui ont accès à un véhicule de service ou un véhicule de fonction. Les véhicules de service sont des véhicules qui sont affectés pour le service et pendant les jours et les activités professionnelles. Certains véhicules dits de service peuvent avoir un remisage à domicile, ce qui concerne les agents qui sont amenés à se déplacer pour des raisons professionnelles en dehors des ouvertures de service et qui sont autorisés de remiser leur véhicule à leur domicile. Pour celui qui a un véhicule dit de fonction, bien évidemment, il a le droit d'avoir un usage privatif du fonctionnaire d'autorité du véhicule de fonction, mais c'est un avantage en nature qu'il doit déclarer dans sa déclaration d'impôt. Nous avons bien évidemment entendu les remarques de la Chambre régionale des comptes. Nous sommes dans une politique de rationalisation, de diminution des véhicules et surtout d'augmentation de notre parc automobile électrique pour réduire les dépenses de fonctionnement liées à ces véhicules. Nous avons aussi mis un système de géolocalisation des véhicules qui nous permet de suivre en temps réel ou a posteriori l'utilisation des véhicules par les agents. La liste a été transmise en annexe. Je n'ai pas sous les yeux, mais s'il y a des questions, j'y répondrai. Y a-t-il des questions? Non, je mets aux voix. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. OK. Une abstention pour cette délibération. Merci. La délibération suivante est une délibération entre la ville de Clichy et le département de la Seine-Saint-Denis sur le fonctionnement de l'espace 93. Chaque année, nous avons une subvention du département. Elle est cette année à 43 650 euros pour soutenir l'espace 93, un certain nombre de programmes, notamment à Africolor, mais pas seulement. Il y a aussi le programme Toile sous toile avec la fontaine aux images, et puis il y a d'autres actions que nous partageons culturelles et qui permettent d'enrichir notre programmation culturelle de l'espace 93. Je vous rappelle que la pré-programmation a été distribuée lors du spectacle de Nawel Madani, avec une première étape de réservation réservée, si j'ose dire, aux Clichois, et ensuite ouverture de la réservation à l'ensemble des habitants des autres communes, mais une première phase de réservation pour les Clichois. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient?
unanimité. Merci beaucoup. Délibération suivante, une délibération importante puisqu'il s'agit du projet des ateliers Médicis, projet auquel Claude Gillin était très attaché. Vous le savez, après les émeutes, révoltes sociales de 2005, la ville de Clichy et celle de Montfermeil, de manière différente, ont beaucoup investi le champ culturel et notamment l'accueil d'artistes en résidence avec, pour Clichy, de très beaux projets, Clichy sans cliché, puis Clichy mot à mot, sous la direction culturelle de Jérôme Bouvier, alors journaliste à Radio France. Et à la fin de ces deux projets, et suite à d'autres projets de résidence d'artistes, je pense à Olivier Adam, encore jeune écrivain qui avait été accueilli à la bibliothèque municipale, Amin Zawi, écrivain algérien connu. Enfin, on avait vu à quel point les résidences d'artistes avaient du sens et apportaient aux Clichois et donc a émergé dans l'esprit de Claude et de Jérôme l'idée qu'on pouvait aller plus loin et institutionnaliser cette résidence artistique et chercher l'excellence. Et d'une certaine manière, l'excellence en termes de résidence artistique, c'était la Villa Médicis de Rome, même si le défaut de la Villa Médicis romaine est son enfermement sur lui-même, et les artistes qui passent une année à Rome ne rencontrent que très peu les Romains. Et donc nous, on a voulu construire un projet différent de résidence d'artistes, mais avec un lien fort avec le territoire. Ça a pris longtemps. Montfermeil s'est associé à ce projet. Au départ, nous avons pensé ne plus démolir la tour Utrio et y installer la Villa Médicis à l'intérieur de la tour Utrio, mais sa réhabilitation, son désamiantage notamment, était extrêmement coûteux pour un résultat qui n'était pas forcément adapté. Nous avons réussi à convaincre l'État, et en particulier à l'époque Frédéric Mitterrand, qui était ministre de la Culture, d'acheter ce bâtiment et de créer cet établissement public de coopération culturelle et de créer un premier établissement, la préfiguration des ateliers Médicis, qui est le bâtiment que vous connaissez le long de la Duise. Aujourd'hui, le nouveau bâtiment est en train de sortir de terre sur le chantier du Grand Paris Express, puisque Grand Paris Express a libéré une partie de son chantier et les premiers espaces de la nouvelle villa commencent à sortir de terre. C'est un établissement public de coopération communale avec de très grands partenaires, l'État, la métropole du Grand Paris, la région Île-de-France, le département de la Seine-Saint-Denis, la ville de Montfermeil, la ville de Clichy-sous-Bois. Et donc, tous les membres de cet EPCC, établissement public de coopération culturelle, sont appelés à participer financièrement en investissement à ce chantier pour pouvoir maintenir leur place dans le conseil d'administration et participer à la programmation et à la vie de cet établissement. Avec Xavier Lemoine, nous avons plaidé pour que la part de Clichy et de Montfermeil soit portée par l'EPT Grand Paris Grand Est, mais nous n'avons pas obtenu l'accord du territoire, je le regrette, mais nous tenons à ce que nous participions financièrement à l'investissement, nonobstant notre participation modeste au fonctionnement des ateliers. Donc la ville de Clichy, comme la ville de Montfermeil, s'engage à participer à hauteur de 500 000 € à l'investissement de ce projet. L'État met 17 millions d'euros, la métropole du Grand Paris 9 millions d'euros, la région Île-de-France en tout mettra 5 millions d'euros, le département de la Seine-Saint-Denis 1,1 million d'euros. Notre participation n'est pas modeste, 500 000 €, c'est un effort extrêmement important. Moi, je pense que c'est un effort justifié. D'abord, vous le verrez, le bâtiment... alors, ma raison, c'est une question de goût, mais je crois que le bâtiment est magnifique. Là encore, fait de réemploi, on l'a visité avec Dumour, enfin, on a visité le début du chantier avec Dumour et Sally la semaine dernière. Beaucoup de briques sont des briques de réutilisation, fabriquées avec de la terre excavée du chantier de la gare du Grand Paris. Et donc, il y a beaucoup de réemploi dans ce projet, beaucoup de bois. Les architectes, c'est le cabinet d'architecture encore heureux, c'est les mêmes que ceux qui ont fait
le bâtiment provisoire et qui avait beaucoup travaillé, par exemple, sur la COP21, qui avait fait des installations sur le parvis de la mairie de Paris. C'est un très beau cabinet qui essaye de faire participer les habitants. Les ateliers Médicis seront présents sur la fête de la ville dimanche avec un stand de présentation de ce projet. Et moi, je souhaite que nous participions, si vous en êtes d'accord, à cet investissement en deux fois. Une première contribution de 250 000 € pour cette année 2025 et une deuxième contribution en 2026 en tenant notre engagement de 500 000 € pour inscrire sur les fonds baptismaux ce bâtiment, sachant que le bâtiment actuel sera préservé. Ça a été un sujet à un moment, mais aujourd'hui, et je pense que c'est bien, alors même si vraiment le bâtiment sera à la frontière de Clichy et de Montfermeil, avec 10% à peine ou même moins sur Clichy, 90% sur Montfermeil, même si la frontière est un peu floue, mais garder un bâtiment sur Clichy qui sera probablement le lieu dans lequel il y aura des appartements et dans lequel les artistes dormiront, avec une transformation, bien évidemment, du bâtiment tel qu'on le connaît, garde cet ancrage territorial sur Clichy. Voilà ce que je peux vous dire pour vous expliquer cette délibération que je vous propose de prendre. Alan. Juste une petite question, s'il vous plaît. C'est un projet à 37 millions d'euros. Hier, à minuit, j'étais encore devant à regarder pendant des longues minutes. Pourquoi avoir construit un lieu aussi grand? Est-ce que vous avez la réponse à ce sujet? Alors, c'est un projet extrêmement ambitieux. C'est probablement le plus grand projet culturel du quinquennat, porté par le gouvernement, puisque l'État met 17 millions d'euros et la région 5 millions d'euros au titre du contrat de plan État-région. Donc c'est un projet qui s'inscrit dans le CPER avec, je crois vraiment que c'est une grande chance pour notre territoire. Si j'ose la comparaison, on est dans des projets avec l'ambition du Louvre à Lens ou du Centre Pompidou à Metz. On est vraiment dans une ambition très grande, donc avec des espaces d'exposition, la capacité pour des artistes en résidence de construire des statues géantes. Il y aura une salle de projection, donc ça va nous apporter des espaces culturels supplémentaires au territoire de Clichy, devant la gare du Grand Paris, qui est une gare dite emblématique du réseau du Grand Paris Express. Vous le savez, l'œuvre de JR, j'ai échangé encore avec lui hier ou avant-hier, l'œuvre de JR sera à la sortie de la gare du Grand Paris. La photographie qu'il a faite en hommage aux émeutes et à la Renaissance, en tout cas c'est comme ça qu'il l'a décrit, avec Ladj qui porte sa caméra sur la photo bien connue au centre. Notre ambition, mon ambition, c'est de faire de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil aussi un lieu de destination. J'ai toujours dit que cette gare, elle devait pas simplement, c'est très important, servir aux Clichois et aux Montfermeillois tous les matins pour partir, aller étudier, travailler, et ça changera la vie. Je le redis, 10 fois plus d'emplois accessibles en 45 minutes quand la gare du Grand Paris Express sera inaugurée. Mais je crois aussi qu'on peut faire de notre territoire un lieu de destination. J'ai été il n'y a pas très longtemps au centre Pompidou de Metz. J'ai jamais vu le Louvre à Lens, mais le centre Pompidou à Metz joue ce rôle de destination et je crois vraiment qu'on peut avoir cette ambition de faire de notre ville, de nos villes, un lieu de destination avec un lieu culturel majeur à l'est de la Seine-Saint-Denis, mais plus que ça, la preuve, la métropole participe, la région participe, ça deviendra, je l'espère, un lieu culturel majeur pour nos deux villes d'abord, et pour l'est de la Seine-Saint-Denis. La gageure, l'enjeu, et il n'est pas gagné, je le dis, et je le dis souvent à la direction des ateliers Médicis, c'est faire que ce lieu soit un lieu de destination, mais ne soit pas un ovni au milieu de notre territoire. Et que les habitants de Clichy-Montfermeil, là, les soirées démarrent aux ateliers, et je vous invite à regarder le programme. Demain, c'est la fête de musique, après-demain. Il y a une soirée aux ateliers Médicis actuels. L'enjeu, et c'est notre responsabilité, celle des équipes des ateliers, mais aussi la nôtre à tous, c'est de faire de ce lieu
un lieu de culture pour les habitants de Clichy et Montfermeil, mais c'est aussi une responsabilité de l'équipe des ateliers. Le dernier président est malheureusement décédé. Un nouveau président vient d'être élu, Patrick Gérard, qui a succédé d'abord à Thierry Tuot et je suis désolé, le nom du président qui est pas resté très longtemps malheureusement et qui est décédé m'échappe. Mais j'ai beaucoup échangé avec le nouveau président pour lui rappeler cette ambition qui est la mienne et la vôtre de faire qu'on se sente comme un poisson dans l'eau aux ateliers Médicis quand on habite à Clichy-sous-Bois. Ali. Oui, donc très bon effectivement projet culturel. Ça fait longtemps qu'on l'attendait. J'espère vraiment qu'effectivement ça va vraiment attirer du monde en Seine-Saint-Denis et hors toute l'Île-de-France, voire la province. Donc sur l'investissement, on ne peut que se féliciter qu'effectivement pratiquement 100%, 97% de subventionnement entre l'État, la région, le département, la métropole. Sur du court, enfin plutôt moyen et long terme, au niveau du fonctionnement, est-ce que ça aura un impact pour la ville au niveau du fonctionnement et en termes de, puisqu'on parle quand même, ça va être un secteur avec effectivement un pôle culturel avec la future gare ligne 16. Au niveau de la sécurité, par rapport au fonctionnement en termes de médiateurs, police municipale, est-ce qu'à terme, dans ce secteur-là, vu que ce sera un pôle très attractif avec beaucoup de passages de circulation, avec les commerces, avec un nouveau quartier, quoi, pratiquement, en tout cas sur une partie, qu'est-ce qu'il y a une réflexion à ce niveau-là ou on n'y est pas encore? Alors, c'est une très bonne question. On y travaille sur la délimitation des périmètres et les responsabilités des uns et des autres. Vous savez qu'il y a une police des transports, dont j'ai oublié le nom, mais que l'on voit dans les transports. Donc, quel sera le périmètre d'intervention de la police des transports? Est-ce que leur responsabilité s'arrêtera dans le sous-sol de la gare ou sur le parvis? Donc, c'est des échanges qui ont lieu actuellement avec les différents partenaires. Notre commissariat est commun à Clichy et à Montfermeil, donc ça sera eux, évidemment, les premiers responsables. Sachant, c'est peut-être une information que vous n'avez pas, mais depuis quelques semaines maintenant, notre commissariat est aussi celui de Coubron, Clichy, Montfermeil, Coubron. Avant, les Coubronais dépendaient du commissariat de Livry-Gargan, mais dans la lutte contre les motos, les quads, etc., les intrusions des motos, des quads sur la forêt de Bondy, la Duise, il a été jugé par les services de police départementaux qu'il était plus cohérent qu'on soit dans le même commissariat et qu'on rajoute Coubron dans le commissariat. Et évidemment, j'ai donné mon accord. Mais oui, c'est un enjeu majeur, on le sait tous. Les gares, c'est beaucoup de bonheur, mais ça peut être aussi un lieu de transit et de trafic, si j'ose dire. Et donc, je ne vais pas donner d'exemple de villes pour lesquelles c'est difficile. On le sait en plus aujourd'hui, hein, je parle devant des gens qui le vivent au quotidien. Aujourd'hui, pour l'immeuble Nexity 3F, il y a des nuisances, il y a des difficultés. On a beaucoup de relations avec les propriétaires et les locataires. Donc on a un enjeu de réussite de cette inauguration. Pour ce qui est des frais de fonctionnement, aujourd'hui, il n'est pas prévu que la participation de la ville de Clichy ou de Montfermeil, je parle là des ateliers proprement dit, augmente après l'ouverture des ateliers. Mais la question de la sécurité dépasse très largement la question des ateliers, comme tu l'as dit. Pas d'autres questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Merci. Délibération suivante. Une délibération qui me paraît extrêmement importante que j'aurais pu prendre ou Zaya, mais on va la faire ensemble. Tu compléteras. On s'est depuis longtemps battu pour que un des collèges de Clichy accueille ce qu'on appelle un pôle d'excellence, une classe à horaire aménagé. Compte tenu de la qualité de notre conservatoire, il nous a semblé important que nous accueillions à Clichy une classe à horaire aménagé musique. Et donc le collège Louise Michel va accueillir à la rentrée prochaine une classe à horaire aménagé musique en 6e.
mais évidemment, avec la montée pédagogique, à terme, l'ensemble de ces élèves auront la possibilité de faire de la musique. Ils ont une CHAM, c'est une classe dans laquelle on modifie l'emploi du temps des élèves. C'est en cela que c'est important. Et ces élèves-là feront 2 heures de musique en plus que l'obligation scolaire et les programmes habituels. Il y a un partenariat avec notre conservatoire. Et les profs de notre conservatoire participeront à la formation et à l'éducation musicale de ces élèves. Nous avons beaucoup travaillé en amont, sans le savoir d'une certaine manière, à ce que Clichy obtienne une classe CHAM. Vous le savez, nous avons le programme Demos avec la Philharmonie de Paris. Nous avons un nouveau programme avec la Philharmonie qui s'appelle Ève et qui va encore se développer à la rentrée prochaine. Nous avons le programme orchestre à l'école et tout ça dans le premier degré qui va nous permettre, je crois, d'accueillir de plus en plus d'enfants dans notre conservatoire et les accompagner vers la réussite parce que c'est l'objectif. Et puis, avoir une classe à horaire aménagée, c'est aussi améliorer, si j'ose dire, même si elle n'en a pas forcément besoin, l'image de notre collège. Et juste pour terminer, c'est une classe à horaire aménagé musique, mais qui intègre la dimension art de la scène, art scénique, avec une volonté. Moi, j'espérais avoir une classe musique et danse, ce qui arrive, ce qui existe, parce qu'on a aussi des compétences, mais on l'a pas obtenu. Mais avec cette composante art scénique, il y aura de l'expression corporelle, une chorale, art lyrique, etc. Donc évidemment, ça a un coût, puisque ce sont nos professeurs du conservatoire qui vont intervenir, et cette part supplémentaire n'est pas prise en charge uniquement par l'éducation nationale, elle est aussi prise en charge par la commune, mais je crois que c'est un coût que nos enfants et nos élèves méritent. Zaya, est-ce que j'ai oublié quelque chose de... Oui, donc bonsoir à toutes et à tous. Non, je pense que ça a été clair. Effectivement, cette classe va pouvoir accueillir des Clichois, mais pas que. Effectivement, et puis ça permet justement aussi cet accueil aussi d'autres enfants des villes voisines sur cette classe. Je crois que pour cette année, il n'y a que des Clichois, il me semble. Pour le moment. Voilà. Y a-t-il des questions ? Oui, Linda. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas eu besoin de les sélectionner, parce que ça fait un peu peur, d'une certaine manière. Donc, pour l'instant, tous ceux qui ont demandé à être inscrits dans la classe CHAM ont eu une place. Je crois qu'on est à 16 enfants. Je me retourne vers Nassim. Il a dit oui de la tête. On est à 16 enfants pour l'instant pour la rentrée. Il va y avoir une publicité qui va se faire au fur et à mesure que l'on va monter en compétences. Les enfants ont une obligation, c'est d'être inscrits au conservatoire, mais il n'y a pas d'audition aujourd'hui. Pour rentrer en classe CHAM, on ne va pas leur dire il faut savoir jouer de la flûte, du piano ou du violon. C'est Bourget. C'est les avions du Bourget qui passent au-dessus de nous. Donc voilà, mais peut-être que dans les années à venir, il faudra mettre en place une sélection, j'en sais rien, mais plutôt sur la base du volontariat et de l'intérêt pour les enfants aux arts de la scène et à la musique. Merci. Est-ce que je mets aux voix ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, je vous en remercie. Zaya, pour la dernière délibération. Tout à fait. La dernière qui concerne donc l'adhésion au groupement de commandes pour la fourniture d'un ENT, donc un environnement numérique de travail, pour les écoles publiques ou privées sous contrat de l'Académie de Créteil. Donc, dans le cadre du budget primitif 2025, la commune avait prévu de renouveler cette ENT. Scolengo, chez qui on est actuellement, avec son application mobile pour les écoles. Et aujourd'hui, la délégation régionale académique du numérique éducatif, donc la DRAN,
propose des solutions techniques adaptées via un groupement de commandes porté par l'Éducation nationale et nous propose aujourd'hui de nous associer à ce groupement qui vise donc à acquérir cette ENT mutualisée, adaptée aux écoles publiques ou privées, voilà, sous contrat. Et donc aujourd'hui, la commune est invitée à adhérer à ce dispositif qui se veut plus avantageux déjà financièrement, mais pas que, puisque cette ENT inclura donc la fourniture, l'intégration, l'hébergement, la maintenance et les évolutions futures. Il garantira également une continuité de services pour la communauté éducative locale et ce choix favorise également l'harmonisation avec les outils utilisés par l'Éducation nationale. Et pour toutes ces raisons, nous invitons donc le conseil municipal à approuver cette convention constitutive du groupement et le certificat d'adhésion. Merci. Y a-t-il des questions? Moi, je me réjouis qu'on rentre dans un dispositif commun. D'abord parce que les enseignants le connaissent, ils arrivent d'autres territoires et donc ce groupement de commandes est vraiment intéressant et l'EDRAN, mais celle du rectorat de Créteil a fait un gros travail de sélection et je pense que pour les parents, parce que les parents ont aussi accès à l'ENT, ça sera une bonne chose. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci beaucoup. Bien évidemment, dans le même esprit, les enfants de Clichy auront à nouveau leur fourniture scolaire sur leur table à la rentrée. Nous sommes dans les starting blocks. Nous avons choisi la couleur de la trousse, qui a été un débat homérique pour un daltonien. Mais j'ai laissé ces dames choisir la plus belle des trousses possible. Y a-t-il des questions ou des remarques sur les délibérations, pas les délibérations, les arrêtés que j'ai été amené à prendre entre deux conseils municipaux en vertu de l'article 21-22 du CGCT? Non. Écoutez, ce conseil est terminé. Je vous invite bien évidemment à tous à venir à la fête de la ville le 22 juillet, à venir, j'ai dit quoi? Juillet, du 22 juin, enfin ce dimanche, voilà, dans 2 jours, passer au conservatoire le 21 pour les portes ouvertes et venir à l'inauguration de Clichy-Plage le 19 juillet, prochain conseil municipal le 25 septembre, pardon. Bonne soirée, bonnes vacances.